Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index, comme tous les jours, côté crypto, qui est dans la peur à 26. Du côté des marchés US, on se trouve toujours dans la zone de greed à 60. Cette fin d'année commence à faire émerger pas mal de questions. Quand est-ce que la récession va-t-elle vraiment frapper? La géopolitique qui n'arrange rien, aucun grand changement du côté de l'Ukraine et de la Russie malheureusement, et la Chine qui commence à faire face à un vent de révolte. Les mois qui viennent ne risquent pas d'être de tout repos, mais personnellement je suis plutôt confiante. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est en tendance baissière. On est quand même plus proche du futur nouveau bull run que de l'ancien. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, le Zap Crypto sera toujours là pour vous accompagner dans cette traversée du désert. Installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, ainsi qu'une belle soirée. C'était Zap Crypto. Monsieur Well qui nous dit aussi que les crypto-échanges AAXE, on en a parlé hier pendant le live, qui a suspendu et Withdraw, et ils ont aussi supprimé leur channel YouTube et aussi leur Facebook. Donc ça pue du cul. Donc si t'as quelque chose sur AAXE, bah j'espère que tu peux le retirer, sinon ça pue du cul, là, vraiment, hein. Je voulais vous parler du Dogecoin. Du Dogecoin, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, Elon Musk a tweeté quelque chose hier sur le sujet, sur les slides qu'il a en fait concernant Twitter. En fait, une présentation qu'il a réalisée sur Twitter depuis qu'il a racheté Twitter, l'avenir de Twitter, on va dire. Et ben dans l'avenir de Twitter, il y a un certain nombre de choses telles que les messages chiffrés de bout en bout, c'est quelque chose que fait déjà WhatsApp. Il y a les formats Twitter, les formats des tweets long format, donc au-dessus des 280 caractères, et un certain nombre de choses. Et le dernier slide, c'est un slide où il y a écrit payments, donc paiement, avec un slide vide. Donc les gens commencent à spéculer pourquoi un slide vide. Est-ce que c'est des crypto-monnaies, c'est quelque chose, peut-être c'est quelque chose dont il ne veut pas parler tout de suite, on ne sait pas, mais on sait qu'Elon Musk c'est un fan du Dogecoin, il aime aussi l'Ether et le Bitcoin, mais bon, le Dogecoin ça reste en haut de sa liste. Pour lui en fait c'est la crypto, ça serait le scénario le plus drôle si jamais le Dogecoin devient la monnaie globale, la monnaie la plus utilisée dans le monde, et il a un dicton, on va dire, quelque chose qu'il aime bien dire, Elon Musk, c'est que le scénario le plus divertissant c'est le scénario le plus probable. Donc pour lui, il pense que potentiellement le Dogecoin deviendrait la monnaie utilisée à l'échelle planétaire, parce que ça serait la chose la plus drôle qui pourrait arriver. Donc voilà, les gens sont en train de spéculer, le Dogecoin bientôt sur Twitter, c'est possible. On a dit que Ledger lance sa carte. Ledger, on sait que c'est quelque chose pour sécuriser un peu les cryptos. Maintenant, il lance la carte bleue qui permet de payer depuis le Ledger Live, enfin depuis les fonds présents sur le Ledger Live avec la carte bleue. Qu'en est-il de la sécurité derrière tout ça? Si c'est aussi sécure que Ledger, franchement, bien joué. Le truc, c'est qu'effectivement, quand tu as une carte Binance, Crypto.com, Coinbase ou tout ce que tu veux, c'est régi par l'entité Coinbase. Et là, tu as beaucoup de cartes bleues. Voilà, déjà. Si, là, si tu les as toutes, ouais. Crypto, en gros. Oui, voilà. Et la différence, c'est c'est ça. La voilà, différence, tu c'est dépends ça. pas d'une plateforme. Maintenant, tu es soumis à l'impôt, pareil. Et juste, tu dépends pas de la plateforme. Donc, pour certains qui veulent revenir aux sources en mode un peu décentralisé, pourquoi pas? Mais en vrai, tu dépends de Ledger tout simplement. J'ai envie de me pencher un peu sur la sécurité de tout ça et je vais voir si j'arrive pas à trouver des docs. Je vais demander à des gens qui sont un peu plus spécialisés que moi dans ce domaine. Tu reviendras vers nous, Moïd. Ouais, je reviendrai à vous. Je Voilà, vais faire comme Peter là. Je vais partir en investigation au pôle Nord. J'arrive. Ouais. Alors attendez. Fais gaffe, il y en a qui en sont parvenus. Ils sont en partenariat avec Banks pour faire justement cette offre-là. Ledger, ça y est, il a disparu. On le verra plus. Donc je disais, ils ont noué un partenariat avec Banks. Donc c'est une fintech Web3 basée en Angleterre. Ouais. Et ils vont bénéficier donc du service de Mastercard, donc du réseau pour voilà le déploiement de la carte, et c'est uniquement en Europe. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir au-delà de tout ça, c'est est-ce que comme toutes les autres cartes crypto, tu payes en fiat? Parce qu'on te fait croire qu'on paye en crypto. Non, justement, tu peux payer en crypto. Voilà, donc par c'est contre, il y a la vraie différence, ouais. en vrai, tu vois, par rapport aux autres cartes, au-delà de ne plus être dépendant d'un exchange, quoi. Et après, comme le disait Moïd en introduction, il y a un beau cashback. Donc 1% fait par Ledger à l'utilisation de la carte et 1% à rajouter par Banks, donc le partenaire de Ledger sur l'opération. Payé dans son token natif qui est le BXX, un token maison. Donc il faudra se méfier de ça aussi. Parce que qui est assujetti à la volatilité et au cours des marchés. Quoi. Voilà. Tu payes avec sur Ledger Live, chez tes commerçants via le réseau Mastercard.
les banques, elles n'ont pas vu passer un centime. Combien de temps avant que les mecs de chez Ledger fassent une Epstein Ouais. Un peu, Ils vont dans se un faire accident, racheter par un accident de la route avec 2 balles dans le dos. Bon, mais tout a un prix, Moïd. Ils vont se faire racheter gentiment et puis après ils vont aller aux Bahamas tranquillou. non, mais ils seront à Dubaï, qui se raconte. Pourquoi aller jusqu'à C'est Bahamas possible. quand Dubaï est à côté? Il y a les mecs de chez Next Step qui vont à Dubaï. Hein. Il y a bien une raison derrière. Les nouveaux Ouais, amis de c'est Moïd. Ah là, c'était mon dernier tact pour le Next Step. On a vu que la théorie la plus probable, c'est que Satoshi est ou était quelqu'un de profondément altruiste. Il a sacrifié célébrité et gains financiers pour offrir quelque chose de révolutionnaire à l'humanité. Et il ne réapparaîtra probablement jamais parce que sa disparition est en fait une grosse partie du côté révolutionnaire de son invention et que s'il réapparaissait, il deviendrait immédiatement un ennemi du réseau Bitcoin. On a vu aussi que même si cette théorie s'avérait fausse dans le futur, Satoshi Nakamoto n'a aucun contrôle ni sur le réseau ni sur le protocole Bitcoin avec ses 1,1 million de Bitcoin. Et enfin, on a vu que si Satoshi vendait un jour ses Bitcoins, le seul impact que l'on verrait serait probablement une forte volatilité temporaire et en fait ce serait beaucoup moins catastrophique que ce que certains pensent. Et surtout, ça aurait même un impact positif sur la proposition de valeur de Bitcoin. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez les 1 million de Bitcoin de Satoshi comme une menace pour le futur de Bitcoin ou est-ce que vous pensez comme moi que ce n'est pas vraiment un problème pour Bitcoin? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, la Banque nationale d'Ukraine publie un projet de concept pour la Rivnia, alors là, d'accord, hein, Rivnia numérique. Donc voilà, on va s'étendre. La Banque nationale d'Ukraine a présenté un projet de concept pour la, d'accord, numérique candidate à la monnaie numérique de la Banque centrale. Ou voilà, ça. La Banque centrale d'Ukraine a publié 28 novembre une déclaration sur le concept dit, alors Rivnia, je prononce très mal, excusez-moi, hein, qui vise à remplir toutes les fonctions de la monnaie en complétant les formes monétaires et non monétaires de la RICA comme objectif principal. D'accord. Bon, enfin, allez, ils veulent le modèle. La deuxième option, CDBC envisage que cette crypto sera disponible pour une utilisation dans les ah oui, il y aura plusieurs options hein, pour se servir de cette Rivnia. Voilà, hein, ça peut-être bien, au bout de 50 fois que j'aurai prononcé, ça ira peut-être mieux. Mais donc voilà, vous lirez cet article-là, en tout ça pour dire que ça soit l'Ukraine, la Russie, ils sont pas du tout d'accord, on est bien d'accord, et les malheureux qui sont en guerre, mais ils sont entièrement d'accord, en revanche, pour adopter la crypto-monnaie. Hein, et ça, c'est un petit peu tout le monde, donc ça, c'est pas mal. Avec un document de recherche de Harvard qui justifie l'utilisation de Bitcoin par les banques centrales. En gros, le document part du constat que plus les pays sont exposés à des sanctions économiques comme celle des États-Unis par exemple, plus elles vont délaisser le dollar comme valeur de réserve et vont se tourner vers l'or. Et comme depuis le début du conflit ukrainien, les tensions internationales sont en train de monter, il y a de plus en plus de pays qui sont exposés à des sanctions économiques, et donc a priori, les banques centrales devraient diminuer leurs réserves de monnaie fiat comme le dollar par exemple pour favoriser l'or. Mais le truc c'est que certains pays auraient des difficultés à obtenir suffisamment d'or physique pour se protéger, et donc par conséquent Bitcoin pourrait être un actif complémentaire pour favoriser la résilience du pays face aux sanctions internationales. Et l'argument principal pour justifier ce statut de réserve de valeur, c'est que Bitcoin utilise le consensus de Proof of Work, et donc personne ne peut le contrôler sauf une entité qui parviendrait à obtenir 51% de la puissance de calcul, mais comme vous le savez déjà, aujourd'hui il est impossible d'obtenir une telle puissance de calcul. Et si on pousse un peu le raisonnement, une adoption de Bitcoin par les banques centrales amplifierait la bataille en cours pour le statut de monnaie de référence, car en se délestant de leur dollar à cause du risque de sanctions internationales, les banques centrales pourraient entraîner progressivement une perte du statut de monnaie de référence pour cette monnaie, mais la question est maintenant de savoir quel pays ou zone économique parviendrait à imposer sa propre monnaie. Bref, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que dès demain les banques centrales achètent des bitcoins en masse pour en faire leur réserve de valeur, mais à partir du moment où la volatilité du bitcoin aura diminué, il faudra probablement s'attendre à ce que les banques centrales de petits pays allouent une petite partie de leurs réserves au BTC, et progressivement des banques centrales de plus en plus importantes finiront par suivre le mouvement. Mercredi, grosse journée pour moi. Pour moi, pas grand-chose demain. Consumer Confidence Index, pour ceux que ça peut éventuellement intéresser. Mais pour moi, mercredi, il y aura déjà beaucoup plus de choses, à savoir un discours de Jérôme Powell, une révision du GDP, donc du PIB américain, et puis les job openings. Pas mal également d'infos jeudi sur le marché de l'emploi et l'inflation avec un PCE.
Autrement, nous avons eu de nouveau des gens de la Fed qui étaient de sortie. Et vous le savez, quand les gens de la Fed sont de sortie, ça donne toujours pas mal de petites phrases assassines. Et donc, hier, nous avons eu comme d'habitude Monsieur Bollard. Alors, Monsieur Bollard, je vous le disais hier, c'est le plus hawkish des hawkish que l'on peut trouver à la Fed. Donc, hier, il est venu dire, et donc sa phrase du jour hier, c'était « Nous allons garder les taux probablement en dessus de 5% jusque loin dans l'année 2024 pour schématiser. » En gros, ça veut dire qu'ils vont encore monter les taux largement, en tout cas de 1%. Et une fois qu'on sera au-dessus de 5%, selon Monsieur Bollard, eh bien, ils vont garder ces taux élevés, en tout cas, pendant 18 mois. Et c'est pas du tout ce qu'on attend pour l'instant. On attend plutôt un plateau autour des 5%, puis ensuite une baisse progressive vers la fin 2023. On peut espérer, mais en tout cas, Monsieur Bollard, lui, voit beaucoup plus loin avec des taux beaucoup plus hauts et il pense qu'il faudra beaucoup plus de temps pour réussir à maîtriser l'inflation et lui montrer qui est le patron. À côté de ça, on a eu Monsieur Williams, le président de la Fed de New York, qui lui est venu nous dire que potentiellement, il était fort probable que la mécanique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aller monter les taux allait freiner l'économie et donc entraîner le taux de chômage au-dessus de 5%. Là aussi, encore une excellente nouvelle. Et puis derrière, nous avons eu Madame Brainard, qui est le numéro 2 de la Fed, qui est venue dire que elle avait déjà regardé un petit peu ce qui s'est passé dans le monde et globalement, les pays qui ont monté les taux avant les États-Unis ne sont pas forcément exempts d'inflation. Donc, ça n'est pas de leur faute. Bref, en gros, il n'y a pas, chacun fait son mea culpa, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pour l'instant, la Fed sont vraiment dans une lutte contre l'inflation et ça remet un petit peu en question les prochaines prévisions de ce qui va réellement se passer le 13 et le 14 décembre au meeting de la Fed. Mais d'ici là, on aura le temps d'en discuter puisque normalement, il y aura les chiffres de l'emploi qui seront publiés vendredi à 14h30 et là, on s'attend à des corrections, peut-être des corrections de prévision par rapport à ce que pourrait faire la Fed. On a d'ailleurs eu Monsieur Jim Cramer de CNBC qui a déclaré hier que si les chiffres de l'emploi étaient très très forts, il y avait de très très grands risques que la Fed puisse augmenter son agressivité au niveau des taux. Donc ça, c'est un petit peu la grande phrase d'enfonçage de porte ouverte ou bien de dire oui, mais l'eau, ça mouille, vous savez, faites attention. Donc ça ne sert à rien, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'attend quand même à 2-3 choses qui pourraient découler de ces chiffres de vendredi. Et puis après, on parlera forcément, une fois qu'on aura passé l'étape de vendredi, on parlera inévitablement du CPI qui sortira le matin du premier jour du meeting de la Fed du 13 et du 14 décembre. Vous me disiez, jamais de ma vie, j'ai vu des circonstances semblables. Oui, c'est l'environnement macroéconomique le plus intéressant que j'ai vu, mais aussi le plus apeurant. Pensez-y, vous avez une inflation à des niveaux records en près de 40 ans en Amérique, une inflation dans les 2 chiffres en Europe, la Réserve fédérale américaine qui grimpe son taux directeur à une vitesse record et à un niveau vu la dernière fois il y a plus de 15 ans, un niveau d'endettement mondial sans précédent, la Chine, soit l'usine de la planète, paralysée sous l'étouffante politique COVID-0, une guerre qui fait rage en Europe, une crise énergétique causée par cette guerre et un ralentissement économique qui devrait nous plonger en récession sous peu, tout un cocktail macroéconomique. Bureau demande ensuite à Tran de se mouiller sur ce qui nous attend pour les 2 prochaines années. Là, la réponse du prévisionniste est directe, limpide et sans équivoque. Les 2 prochaines années, si on avait à faire le résumé exécutif, prenez une grande respiration. Ouais. Ça va être quoi? Ça va être apocalyptique. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, les observateurs qui guettent les signes d'une prochaine entrée en récession de la première puissance mondiale sont nombreux. Cette récession américaine se fait attendre, nous vous en parlions ici même déjà l'année dernière, et il se trouve qu'elle se montre plus difficile à appréhender que prévu. Malgré un endettement inégalé par aucun autre pays du monde dans toute l'histoire de l'humanité, malgré l'inflation qui continue de monter après une pause en juillet, malgré la hausse des taux directeurs, malgré une bulle sur les marchés financiers, rien ne paraît rompre le dynamisme américain, pas même un enchaînement de phénomènes climatiques extrêmes ou des tensions commerciales avec l'autre superpuissance, la Chine. Plus 2,3% avant la pandémie, moins 3,4% pendant et plus 5,7% juste après, on pourrait quasiment dire qu'il ne s'est rien passé. Mais 2022 est une année exceptionnelle à bien des égards. Depuis le 1er janvier, tout a changé, à commencer par l'activité économique des États-Unis qui recule cette fois à la surprise générale. Trou d'air dans l'économie américaine. Enfin, elle ploie sous la conjoncture. Plusieurs causes sont à l'origine du phénomène, mais est-ce un signe de récession? Pour en savoir plus, il y a un autre paramètre à observer,
un secteur dont les évolutions ont toujours précédé les crises économiques ou financières majeures aux États-Unis, c'est l'immobilier. Si l'immobilier américain va, tout va. L'IMO US, c'est 15 à 18% du PIB annuel, c'est le canari dans la cage, c'est l'indicateur ultime de la bonne santé de l'Amérique. Maintenant que la crise est passée, que les taux remontent et que l'inflation grignote le pouvoir d'achat des Américains, l'immobilier devrait naturellement baisser. Et pourtant, contre toute attente, les prix continuent de grimper. Et la question n'est plus de savoir quand ils vont se stabiliser, mais plutôt comment. Atterrissage en douceur ou correction brutale ? La question est cruciale, car si l'immobilier US craque trop vite, la récession sera inévitable. Et voilà pourquoi les États-Unis sont actuellement le centre de beaucoup de discussions dans les couloirs de la finance. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi jeter un coup d'œil sur le logement américain, et en ce milieu d'année, ce sera aussi l'occasion de faire un bilan des fondamentaux du pays. Alors, cette semaine, c'est la clôture mensuelle, mes amis. C'est la nouvelle clôture mensuelle. Qu'est-ce qu'elle nous prévoit ? Eh bien, ça peut être un peu complexe. Nouvelle clôture technique mensuelle. Je commence par ça. Déjà, la clôture mensuelle, c'est mercredi 30. Nous pourrions avoir à nouveau quelque chose qui est de l'inédit chartiste. Vous avez ici l'indicateur, la ligne de MACD en log, le LMACD, alors que le mois dernier avait vu une inflexion de l'histogramme, c'est-à-dire un ralentissement de l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal, rappelant les situations de mars 2015 ou de février 2019, là, le décrochage suite à FTX invalide l'inflexion, la réduction de l'écart, sauf d'avoir un fort rebond sous 24 heures. Donc ça, c'est pas top. Le RSI mensuel, écoutez, il faut l'accepter, mais il a cassé son support. Il est maintenant en no man's land technique. Et je vous ai déjà montré ça la semaine dernière, l'écart, une façon de représenter l'écart à la moyenne, le rate of change à 12 mois, qui n'est qu'à 2% de son plus bas historique. Mais là, le problème, c'est que la base de départ commence à diminuer. Bon. Bref, la clôture mensuelle, on n'est pas rendu. Alors, la lueur d'espoir, elle est toujours là. Vous avez sous les yeux la courbe qui représente le drawdown du Bitcoin par rapport à son ex-ATH. On peut faire l'analyse chartiste dessus sans souci. En gros, il y a des zones de liquidité ici, et si on va les chercher, eh bien, ça arrange certaines catégories de personnes, notamment les gros portefeuilles, les gros investisseurs, qui ne peuvent pas, comme vous, aller acheter sur un échange, une plateforme d'échange du Bitcoin, parce qu'ils ont tellement d'argent à investir que s'ils allaient sur Binance Spot pour acheter du Bitcoin, directement, le prix va monter de 5%. En fait, ils vont acheter des Bitcoins beaucoup plus chers que ce qu'ils voudraient, en fait, que le prix actuel, donc ça les intéresse pas. Ils attendent qu'il y ait des crises de liquidité, et grâce à ces plateformes où on peut emprunter du Bitcoin pour pouvoir trader, ou emprunter des USDT, on va dire, où vous pouvez mettre des leviers, etc., eh bien, il y a ce genre de crise s'opère assez fréquemment. Mais ils attendent effectivement qu'on ait ce genre de crise pour acheter. Et donc, l'endroit le plus facile en ce moment à atteindre, vu qu'en plus le sentiment est assez bearish, on va pas se mentir sur l'industrie, eh bien, ça serait a priori quand même les 14 000. Est-ce que ça va arriver ? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a encore assez de holders, on va dire de personnes, on va dire fragiles, qui sont susceptibles de vendre prochainement pour pouvoir entraîner, même sur une panique, le prix en dessous des 16 000 ? C'est la question qu'on se pose. Parce que même si, admettons, il y a une news très négative qui se dessine, mais que en revanche, malgré cette news, toutes les personnes qui ont des bitcoins ne souhaitent pas le revendre, parce que elles décident de le garder sur du long terme, finalement, cette news négative ne fera pas forcément chuter énormément le prix du bitcoin. À un moment donné, quand il reste plus que les holders, je le rappelle, ça ne peut plus chuter. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on trouve des bottoms. Hein. Derrière, après, il faut quand même, pour que le bottom se dessine, il faut quand même que l'intérêt revienne et que de nouveaux acheteurs arrivent sur le marché. Ça peut prendre du temps à venir. Mais le bottom, dans un premier temps, se dessine parce qu'il y a plus suffisamment de vendeurs, parce que les personnes qui détiennent l'actif en question décident de le garder. Voilà. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, simplement pour vous dire qu'a priori, au niveau des liquidités, on voit que la zone intéressante, c'est les 14 000, c'est la zone de support pertinent si jamais on devait continuer et poursuivre cette baisse au niveau du prix du Bitcoin. Ensuite, grosse news
qui fait plaisir donc de Goku. Donc Aegis Trust propose une police d'assurance jusqu'à 25 millions de dollars pour assurer les NFT. La police d'assurance est fournie par le marché de l'assurance Lloyd's of London. Ah oui, en plus moi j'ai été client de Lloyd's quand j'étais à Londres. Bref, petite anecdote. Elle protégera les NFT des investisseurs institutionnels, hedge fund et exchange. Oh, j'ai du mal avec les S ce matin. Du coup, voilà, grosse news. En tout cas, moi, c'est une news qui pourra m'intéresser. Là, ils disent hedge fund, exchange et investisseurs institutionnels, mais bon, ça arrivera aussi pour les petits comme nous. Pourquoi ? Parce que, moi, j'investis dans des NFT. Là, je suis en train de voir pour acheter un Clonix. Donc voilà, un Clonix, c'est, en tout cas, moi, dans les rangs que j'ai envie d'acheter, c'est minimum 10, 12 000, voire, ça peut vite monter à 20 000 dollars. Du coup, c'est des grosses sommes, hein. Ça a le prix d'une bagnole, d'une belle Rolex. Du coup, c'est vrai que si on peut les assurer, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Environ 48% des transactions Ethereum NFT en octobre étaient fausses. Donc, tu vois, c'est vraiment important de comprendre ce phénomène car ça nous montre que toutes les informations on-chain sur la blockchain ne veulent rien dire si on n'arrive pas à les contextualiser. Et dans ce cas-là, cette statistique met en lumière la pratique de wash trading. Je t'en avais déjà parlé quand j'avais fait la revue d'un rapport crypto, j'ai oublié lequel. Mais en gros, le wash trading consiste à faire gonfler artificiellement les prix des NFT pour gagner des récompenses ou faire croire aux futurs potentiels acheteurs que certaines collections NFT ont du succès. Leur méthode est très très simple. Une personne va créer 2 wallets et elle va manipuler le marché en vendant et en achetant simultanément les mêmes NFT pour créer une activité trompeuse et artificielle sur ce marché. Alors, il y a plusieurs signes pour déceler ces tactiques. On peut voir des NFT qui sont achetés par la même adresse dans un court laps de temps. On peut aussi voir des NFT qui sont achetés à un nombre supérieur à la normale. Et c'est une technique qui sévit. En octobre, les wash traders ont généré 389 millions de dollars de transactions fictives. C'est scandaleux. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, certains analystes peuvent prendre en compte ces statistiques faussées pour faire comprendre que malgré la baisse de marché, malgré les mauvaises conditions de marché, les activités autour de certaines collections NFT sont en hausse alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, si on prend la plateforme X2Y2, 80% de toutes les transactions sur cette plateforme étaient fictives. Il faut vraiment faire très très attention à ce genre de choses. Il y a aussi des cas similaires qui peuvent se produire sur certaines cryptos ou sur certains autres projets. Par exemple, je sais pas, peut-être que tu as trouvé une toute petite crypto pépite et tu vois que sur le Discord, le Telegram, ils disent regardez, on a X volume d'échange en temps. C'est important de savoir si ce volume d'échange est réel ou pas. Parce que certes, tout est vérifiable sur la blockchain, mais tout est également manipulable. Donc il faut vraiment faire attention quand tu fais tes propres recherches et prendre en compte plusieurs éléments. Au niveau métaverse aussi, j'ai appris que le tchèque Amdams, donc c'est au niveau des pays de Dubaï. Donc en gros, c'est des plans en fait qui font au niveau de Dubaï et des pays arabes aussi autour. Et ben en fait, ils ont un plan de stratégie pour en gros, ils se donnent 100 jours en fait pour créer plein d'emplois, pour débloquer je crois 2 milliards de dollars. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, voilà, 2 milliards de dollars. Donc vraiment Dubaï, ils sont vraiment très avancés sur le métaverse. Je vous rappelle qu'ils ont déjà une police dans le métaverse, ils ont des bureaux dans le métaverse. Le gouvernement de Dubaï a un métaverse. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc vraiment, j'espère que l'Europe sera pas trop à la traîne dans la course au métaverse, vu qu'en général, elle est souvent à la traîne malheureusement. Et enfin, on va parler de Sony qui veut débarquer dans le métaverse en grande pompe, en tout cas le métaverse sportif, puisqu'ils ont racheté une société qui s'appelle Beyond Sports. Et la spécialité de cette société, c'est, avec l'intelligence artificielle, de récolter l'emplacement de vrais joueurs sportifs sur le terrain et de retranscrire tout ça dans un environnement virtuel. Et donc là, l'idée pour Sony, ce serait de créer des événements sportifs dans le métavers. Donc là, ce que vous voyez sous les yeux, ce sont les travaux de Beyond Sports. Et donc là, en fait, tous les joueurs que vous voyez se déplacer et tout, c'est pas des joueurs de jeux vidéo qui jouent à un jeu, hein, mais c'est
véritablement ce qu'il s'est passé en live pendant un match de football américain qui a été retranscrit en direct avec ces petits avatars. Et donc l'idée de Sony, ce serait potentiellement de participer à ce genre d'événement en direct dans le métavers. Donc tous les déplacements de vos joueurs de foot seront retranscrits en direct, et c'est comme si vous y étiez, mais vous assistiez à la version numérique, à la version métaverse de votre événement. Alors, à vous de me dire en commentaire si vous aimez ou si vous aimez pas. Est-ce que par exemple vous préférez regarder un match de foot en 2D tel qu'on le connaît déjà actuellement sur votre chaîne de football favorite, ou est-ce que vous préféreriez participer au même événement mais dans le métaverse avec un rendu 3D comme ça, une immersion plus forte, mais des graphismes qui peuvent potentiellement prêter à débat. Je sais pas si ce serait vraiment votre délire d'assister, de voir Ronaldo par exemple en mode cubique comme ça courir après le ballon. À vous de me dire dans les commentaires, mais en tout cas cette acquisition s'est faite chez Sony pour près de 70 millions de dollars. Et quand on sait que le PSVR 2, donc leur casque de réalité virtuelle, arrivera en février, alors je dis pas que les deux événements coïncident, que ça a été fait exprès, etc. C'est le hasard du calendrier, mais en tout cas, ça montre dans quelle direction veut aller Sony. Par contre, je ne pense pas qu'on verra une intégration de ce rachat très très prochainement chez Sony. Je pense que c'est vraiment une stratégie très long terme. C'est comme Facebook, enfin Meta maintenant, qui investit lourdement dans le métavers. C'est une stratégie long terme. Alors est-ce que Sony arrivera à mieux concrétiser ses ambitions que Meta pour l'instant ? On verra, rien n'est dit. Moi, j'ai l'impression que le public n'est pas encore prêt pour ce genre d'application. Alors, on verra ce qui fera le déclic pour que cette technologie se démocratise, pour que le métavers se démocratise. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de très intéressant à surveiller. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.